L'Afrique est-elle une réelle menace pour l'Europe? Sa proximité est-elle un danger pour le vieux continent? Nous ne pouvons pas imaginer avoir à nos portes un continent entier qui est en train de s'enfoncer dans la destruction des appareils de gouvernement et des États, s'enfonce dans une forme de chaos, de guerre civile dans beaucoup de pays et de plus en plus de pays. Je pense que cet intérêt commun-là devrait un jour faire que l'Europe se décidera à agir comme une entité politique qui ira défendre elle-même ses intérêts, y compris par le moyen de l'engagement de ses armées. Donc clairement, l'Afrique, avec sa malgouvernance et son extraordinaire explosion démographique, justifierait le retour de l'Europe sur le continent. Formidable. Au XVIIIe siècle, c'était la mission civilisatrice qui imposait la colonisation. Il fallait apporter la lumière à cette horde de sauvages nègres obscurantistes. Cette fois-ci, c'est la sauvegarde de la paix, le devoir de protection de l'Europe qui justifierait la recolonisation de l'Afrique. Je suis persuadé que dans quelques années, je ne sais pas si c'est 10 ans ou moins ou plus, nous aurons l'obligation de retourner aider ces pays africains. Cette façon de donner des leçons qui est frustrante en fait. À la vérité, qui menace vraiment et de façon immédiate la paix et la sécurité en Europe et globalement dans le monde? Est-ce l'Afrique avec son chaos et sa démographie dont parle le général Lecointre, ou les grandes puissances avec leur propension à dominer, leur passion hégémonique? En réalité, qui représente la vraie menace pour notre planète? Cette fois-ci, alors que la menace se fait plus pressante, soyons lucides et francs. Cette fois-ci, les Africains n'acceptent plus de subir passivement la propagande des autres sur les questions aussi vitales qui les concernent et qui les ont souvent entraînés malgré eux dans de violentes tragédies. Bien que l'on ait effacé une partie de leur mémoire, les événements de ces derniers siècles, les jeunes Africains les connaissent mieux désormais. Ils ont accès aux archives. N'en déplaise à certains, ils ont conscience plus que jamais que ceux qui font peser la plus grave menace sur la planète entière, ce ne sont pas les Africains. Ceux qui ont fait couler des hectolitres de sang, ceux qui ont mis le monde à feu et à sang ces derniers siècles, ce ne sont pas les Africains, mais plutôt les Européens et de façon plus générale, l'homme blanc. À chaque fois où le chaos s'est imposé sur la planète, c'est venu de l'Europe et avec une violence inouïe, et pour des raisons souvent puériles, des questions d'ego. Il faut mettre fin à cette imposture littéraire, à ce matraquage mental qui a fait du nègre le barbare, qui le présente comme la menace. Quelle ineptie! Encore les effets de la propagande du Nord. Il faut rompre avec ce cliché de l'Africain avec un os dans le nez et une lance à la main qui serait le sauvage. Il faut en finir avec ce gros mensonge entretenu par la littérature et l'immense machine de propagande occidentale. Le vrai barbare est celui qui fabrique des armes aussi sophistiquées pour tuer en masse. Tous ces milliards, lorsqu'on les détourne, eh bien, on nous montre d'abord où sont les comptes d'Amadou. Est-ce que cet argent s'est envolé? Puisque cet argent, quand il est détourné, il va dans certains comptes. Le vrai sauvage est celui qui organise, planifie des génocides, qui conçoit ces engins de mort capables d'effacer l'homme de la surface de la Terre. C'est lui le vrai danger qu'il faut neutraliser et au plus vite. L'Europe, de tous les continents du monde, est le continent le plus brutal où il y a eu les guerres les plus sauvages. C'est pas l'Afrique, c'est pas l'Asie, c'est l'Europe. Et je vais vous dire autre chose. C'est pas au Moyen-Âge, c'est au XXe siècle. C'est en Europe qu'on a exterminé des Juifs. C'est en Europe qu'on s'est battu. Quand on a dit, avec la guerre russo-ukraine, c'est le retour de la guerre qu'on n'avait pas vue, c'est une stupidité, puisqu'on a oublié la Bosnie. Notre continent est brutal, sauvage, et peut verser dans la barbarie. Il est bien informé pour en parler. Et j'invite le général Lecointre, qui volontairement ou par formatage fait une fixette sur la menace que représenteraient l'Afrique et la Méditerranée pour l'Europe, de se concentrer sur une menace plus globale, plus actuelle, plus terrifiante, plus intérieure à sa sphère, à sa bulle, celle dans laquelle nous vivons déjà et qui, encore une fois, prend naissance en Europe. Figurez-vous qu'il y a 1,5 million de morts aux confins de l'Europe. 1,5 million. Dont la plupart, dont beaucoup sont ukrainiens. Mais on continue, parce que sur le front du boulevard Saint-Germain, on est très courageux pour envoyer des jeunes Ukrainiens mourir. Hein? 1,5 million. À la vérité, nous sommes prétentieux ou de mauvaise foi lorsque l'on pense que l'on a dépassé la guerre globale.
lorsque l'on pense qu'il n'y a plus de risque de vivre une autre guerre mondiale plus violente et plus meurtrière. Parce que cette menace-là, elle existe évidemment. Il faut arrêter d'être naïf et comprendre que le monde d'hier a disparu, la guerre est revenue, nous sommes rentrés à nouveau dans le tragique de l'histoire et nous devons nous y préparer. Qui sera le premier à la déclencher cette fois-ci? Qui sera le premier à faire exploser, à faire partir en fumée notre planète? Et nous avec. Ça fait très alarmiste de présenter les choses ainsi. Et pourtant, on n'a jamais été aussi proche de l'implosion. Si l'Ukraine perd, nous perdons nous aussi. Nous ne laisserons pas la Russie gagner. La Russie a depuis des décennies la capacité de faire sauter la terre entière. Nous sommes prêts à utiliser des armes, n'importe quelle arme, y compris les armes nucléaires que vous avez mentionnées. S'il s'agit de l'existence de l'État russe ou d'une atteinte à notre souveraineté et à notre indépendance. La menace est relativement claire, parce qu'avec une bordée de missiles de croisière sur une ville où vous rasez tout par la force des choses. Donc si vous voulez, la menace est quand même effective. Et il est clair pour tout le monde que ce conflit n'est qu'à un pas d'une troisième guerre mondiale à grande échelle. Et je pense que cela n'intéresse personne. Vous l'avez bien entendu, et de la bouche du responsable de l'une des principales puissances militaires et nucléaires au monde, Vladimir Poutine, que l'on ne peut pas vraiment présenter comme un plaisantin. Qui a dit qu'une troisième guerre mondiale est impossible? Depuis 2 ans, Vladimir Poutine dresse un parallèle entre la Seconde Guerre mondiale et le conflit en Ukraine. Le monde d'aujourd'hui rentre dans une nouvelle ère d'incertitude. Et si pendant que certains détournent l'attention du monde vers une Afrique menacée par l'implosion, on est en train de vivre en direct sur nos smartphones, nos tablettes, nos ordinateurs, le début du conflit planétaire qui va entraîner la déflagration de notre planète ce coup-ci. Ce n'est pas être alarmiste, c'est juste un regard lucide sur ce qui se passe. Un simple communiqué, et pourtant la démarche est tout à fait inhabituelle dans un domaine où le secret est roi, celui de la puissance de dissuasion nucléaire dont disposent les États-Unis. Au 1er mars de cette année, Washington dit avoir déployé 662 missiles balistiques intercontinentaux dotés de 1419 ogives nucléaires, pour être précis, ainsi que 800 lanceurs. Pour les États-Unis, il s'agit d'une démarche de bonne foi et ils interpellent la Russie pour qu'elle en fasse de même. Les deux puissances possèdent à elles seules 90% de l'arsenal mondial nucléaire. On joue avec le feu. Mon sentiment, c'est qu'il y a une espèce de désinvolture absolument invraisemblable et angoissante sur ce sujet. Enfin, on joue avec la guerre. On n'est pas encore à jouer à la guerre, mais ça pourrait bien venir. Nous abordons à coup sûr un moment de notre Europe où il conviendra de ne pas être lâche. C'est justement ce qui fait peur, cette désinvolture, cette façon de parler comme s'il s'agissait d'un jeu vidéo. Souvenez-vous, l'histoire a tendance à être cyclique. Revenons un siècle en arrière pour mesurer les similitudes. Tout a commencé le 28 juin 1914 à Sarajevo par l'assassinat de l'héritier du trône d'Autriche, l'archiduc Franz Ferdinand, dans un climat de course aux armements, de désir de puissance et d'orgueil des grandes nations. L'Autriche-Hongrie va utiliser l'assassinat comme prétexte pour attaquer et se débarrasser de la Serbie, considérée comme le foyer d'agitation des Slaves du Sud. C'est l'engrenage. Les Français vont entrer dans la guerre à leur tour parce qu'ils n'avaient pas d'alternative. Les Allemands les avaient attaqués. Ainsi, c'est la contagion. Lentement, c'est toute la planète qui est touchée, qui entre en guerre. Chacun des belligérants était persuadé que ça serait une promenade de santé. Les soldats qui s'y rendaient étaient tous optimistes quant à son issue. Les Africains qui n'avaient pourtant rien à voir dans leurs palabres vont eux aussi se retrouver embarqués dans cette folie des hommes. Été 1914, la Grande Guerre éclate. Elle embrase la France, puis l'Europe et le monde dans un déluge de fer et de feu sans précédent. Pendant 4 ans, ce conflit a mobilisé des millions d'hommes sur les champs de bataille. Parmi eux, des soldats venus de toutes les colonies françaises, même des plus lointaines. Du Sénégal, de Madagascar, d'Indochine, des indigènes, comme on les appelait à l'époque. Jusqu'en 1918, pour vaincre l'Allemagne et ses alliés, la France s'est servie de ces colonies comme vivier à soldats. Ils sont nombreux à avoir participé à des batailles historiques et décisives. Sur la Somme, à Reims, à Verdun. Dans le froid, la neige de la Somme de Verdun ou de Reims, dans les sinistres tranchées du Nord, sur le terrain africain à Bir Hakeim, ils ne comprennent même pas contre qui et pourquoi ils se battent. Pourquoi ils meurent par centaines de milliers loin de chez eux. Des sujets, ils sont partout. Sur les fronts d'Orient, aux Dardanelles, à Verdun aussi. Là, 2000 morts par jour, en 10 mois. La mort saoule les joyeuses qui dansent avec ses osselets. Tout ça pour 2800 francs de pension par an. Le prix du sang versé est donné pour une si lointaine
mère patrie. Bilan planétaire au bout de 4 ans d'affrontement, 18,6 millions de morts, dont près de 9 millions de civils. En fait, imaginez toute la population du Sénégal ou celle du Tchad qui serait tuée du fait de la vanité des hommes. Après un tel carnage, tout le monde se dit que c'est terminé, plus jamais ça. Erreur. Quelques 12 ans plus tard seulement, en 1939, ils remettent ça, avec plus de violence et d'arrogance. Les mêmes causes produisent les mêmes effets. L'expansionnisme de plus en plus affiché des puissances de l'Axe. Allemagne, Italie et Japon suscitent des tensions avec une société des nations ancêtres de l'ONU totalement dépassée. L'Allemagne nazie envahit la Pologne et déclenche la Seconde Guerre mondiale en Europe. Le 3 septembre 1939, honorant leur garantie des frontières de la Pologne, la Grande-Bretagne et la France déclarent la guerre à l'Allemagne. Comme en 1914, la contagion est rapide. C'est le monde entier qui est désormais en guerre. Encore une fois, les pauvres Africains qui n'y comprennent rien sont embarqués de force dans cette nouvelle folie des Blancs. C'est par milliers qu'ils vont mourir dans les tranchées, sur les terrains de bataille. Sénégalais et malgaches, ils sont recrutés de manière arbitraire. Chaque région sous domination française est contrainte de fournir à l'armée des quotas de sujets coloniaux. Leur nombre est décidé par les administrateurs et les chefs locaux. L'injustice s'installe. Si parmi eux, certains soldats ont déjà une formation militaire, la majorité ne reçoit que quelques semaines d'instruction. Pourtant, après un voyage long et éprouvant, et à peine débarqués, ces hommes se retrouvent au combat. Pour le front de l'Isère, ils sont plus de 10 000 à se battre en première ligne. Bilan de cette Seconde Guerre mondiale, où une personne élue démocratiquement a décidé d'éradiquer une race, les Juifs, 60 à 80 millions de personnes, c'est-à-dire la population du Cameroun, de la Côte d'Ivoire et du Sénégal réunis. Tous morts, essentiellement des civils. Si je reviens aussi longuement aujourd'hui sur ce point important, ces épisodes sanglants de l'histoire de l'humanité, c'est parce que l'on assiste depuis quelque temps à une escalade qui ressemble étrangement à ces moments qui ont précipité le monde dans la violence et le chaos. Et cette fois-ci, au regard de la sophistication des armes, la situation est critique. Elle ne laisserait pas de vivants se perdre. Ça serait la fin pure et simple de notre planète. We have to understand the world as it is. Russians and Americans were friends. And everybody must remember that. We were friends and we were allies to the Russians and Americans. But the governments of the United States and the Soviet Union can never be friends because our goals are totally different. Retour au présent. Cette fois, tout a commencé cette nuit du jeudi 24 février 2022 par ceci. Des éclairs de feu dans la nuit. Des explosions. Ce sont ces bruits sourds d'un autre temps qui ont réveillé les Ukrainiens. Une pluie de frappes ciblées. Dans la voix de cette femme qui filme, on entend la stupéfaction, la terreur aussi. La Russie vient de déclarer la guerre à l'Ukraine. J'ai pris la décision de mener une opération militaire spéciale. Le but est de protéger le peuple, qui depuis 8 ans souffre des abus et du génocide du régime de Kiev. En face, le président ukrainien s'adresse très vite à la population. Nous imposons la loi martiale dans toutes les régions de notre État. Nous avons besoin que vous restiez calmes aujourd'hui, si possible restez chez vous. Et le secrétaire général lance un appel aux Russes. Président Poutine, au nom de l'humanité, ramenez vos troupes en Russie au nom de l'humanité. Ne permettez pas de commencer en Europe ce qui pourrait être la pire guerre depuis le début du siècle. La Russie a donc décidé d'envahir son voisin ukrainien parce qu'elle se sent menacée, dit-elle, par l'inexorable poussée de l'OTAN à ses frontières. Face à cette invasion, l'OTAN répond et apporte toute la logistique militaire à Kiev pour se battre. On lui sort le plus impressionnant carnet d'échecs de l'histoire pour défendre le modèle occidental. Ça a commencé en 2008 quand l'Europe a décidé que la Géorgie et l'Ukraine entreraient dans l'OTAN. À partir de là, il s'est senti menacé, admettons qu'il y avait de quoi. Et il a préparé des ripostes multiples. Moi, j'en peux plus de ce discours de nos valeurs, hein, nos valeurs que nous voulons imposer au monde entier, nos valeurs. Mais on ne fait pas la guerre simplement pour ces valeurs, sauf quand on vient chez vous, essayer de vous imposer les valeurs des autres. Alors on me dit que c'est dans l'intérêt de l'humanité, mais quel est donc ce droit divin qui a fait de la France le soldat de toutes les justes causes dans le monde, alors que le seul empire mondial existant, les États-Unis, s'y refusent? Depuis février 2022 donc,
Le monde vivait au rythme de la guerre en Ukraine, ou plutôt assistait à la destruction de l'Ukraine encouragée par l'OTAN, qui lui promettait une victoire rapide, et qui de plus en plus, en sourdine, très secrètement, commençait à inviter le président Zelensky à négocier, parce que ses soutiens sentaient qu'il ne gagnerait pas cette bataille. Emmanuel Macron a dit à Volodymyr Zelensky qu'il avait été un grand chef de guerre, mais qu'il devait maintenant devenir un homme d'État et prendre des décisions difficiles, déclare l'une de ses sources. Le président français fait ensuite une référence à l'histoire avec un grand H pour appuyer ses propos. Même des ennemis mortels comme la France et l'Allemagne ont dû faire la paix après la Seconde Guerre mondiale. En clair, le chef de l'État ne croit pas à la victoire ukrainienne sur le champ de bataille et ceux qui ont la mémoire courte se souviennent de ses propos dans son avion à son retour de la conférence de Munich il y a une dizaine de jours. Aucun des deux côtés ne peut l'emporter entièrement, ni l'Ukraine ni la Russie, car les effets de la mobilisation ne sont pas aussi importants que prévu. Je crois que pendant beaucoup de nos débats, on a confondu le possible et le souhaitable. Et quand le président de la République dit que la Russie ne peut ni ne doit gagner la guerre, pouvoir et devoir sont des choses tout à fait différentes. Il y a des réalités qui sont des réalités numériques en termes d'équipement, en termes de soldats. La Russie a 4 fois plus d'habitants, 4 fois et demi plus d'habitants que l'Ukraine, et donc ça compte. Et pour le général Desportes, ancien directeur de l'école de guerre, il n'y a rien d'anormal à discuter aujourd'hui de négociations à ce moment de la guerre. Mais ces pourparlers n'ont pas mis fin à l'escalade, au contraire. Et patatras, un événement tragique, sanglant, douloureux, a priori lointain, est venu bousculer la hiérarchie et la donne dans ce conflit ukrainien. L'attaque du Hamas sur Israël. Qui a pris un avion, un jet privé avec champagne? Qui l'a ramené? Allahu Akbar. Est-ce qu'il dit aux États-Unis? Lorsqu'on sait qu'avant lui, d'autres ont bénéficié de ça, même במקביל הוריתי לבצע גיוס מילואים נרחב ולהשיב מלחמה שערה בעוצמה ובהיקף שהאויב לא הכיר. האויב ישלם מחיר שהוא לא ידע מותו. אנחנו במלחמה ואנחנו ננצח בה. La violence de la réaction de Tsahal après cette attaque va être apocalyptique, disproportionnée, sans concession. Elle va donner lieu à une vengeance démesurée, une tuerie en règle, une boucherie sans nom devant le regard approbateur des États-Unis et des puissances européennes. Les grands des institutions se contentant de timides condamnations ou continuant pour certains de fournir des armes à l'oppresseur, malgré les condamnations d'une ONU totalement dépassée comme son ancêtre, la SDN, la Société des Nations. Il est important de reconnaître que l'attaque du Hamas ne sort pas de nulle part. Le peuple palestinien subit une occupation étouffante depuis 56 ans. Je suis profondément préoccupé par les violations claires du droit humanitaire dont nous sommes témoins à Gaza. Que les choses soient bien claires, dans le cadre d'un conflit armé, aucune partie n'est au-dessus des lois humanitaires internationales. Monsieur le secrétaire général, dans quel monde vivez-vous? Ce n'est définitivement pas notre monde. Ce massacre restera dans l'histoire comme encore plus violent que ceux de l'État islamique. Le Hamas, c'est les nouveaux nazis. Et tout comme le monde civilisé s'est uni pour vaincre les nazis, tout comme le monde civilisé s'est uni pour vaincre l'État islamique, le monde civilisé doit s'unir derrière Israël pour vaincre le Hamas. There are no more words to speak about what's going on in Gaza. There are no more laws to break. There are no more appeals that we can do to what's going on. The hypocrisy is obvious. Our collective humane has failed. We said that we won't fail, but we're failing again. Human rights have a skin color, and the darker you are, the less human rights you have. La situation des Palestiniens capturés à Gaza s'apparenterait de plus en plus, depuis le 7 octobre, à de la torture à grande échelle. Battus, affamés, vêtus de couches, menottés jusqu'à l'amputation, les yeux bandés pendant des mois, difficile d'avoir des informations plus précises. Les avocats sont seuls désormais à pouvoir entrer dans les prisons classiques.
Quant aux camps militaires, au nombre de 3, ils sont tout simplement interdits d'accès. Ce sont des médecins qui récemment ont tiré la sonnette d'alarme. On ignore combien de prisonniers croupissent derrière ces murs. Le statut de combattant illégal qui leur est appliqué a été récemment durci, il les prive quasiment de tout droit. Ceux qui en reviennent racontent l'enfer. 5 ONG israéliennes plaideront ce mercredi devant la Cour suprême l'inconstitutionnalité de ces détentions. Mais cela ne permettra probablement pas d'obtenir, comme elles le réclament, la fermeture de ces camps de la honte. Devant une telle barbarie, un tel mépris des populations palestiniennes, un tel acharnement, comment ne pas comprendre la colère qu'elle suscite à l'échelle internationale, et cela pas que dans les pays arabes. When are you going to stop this? You're all complicit. But Israel had a right to go to war against Hamas, but not the Palestinian people. And do you think that's what they've done? Oh, of course, that's what they've done. Look, with 2/3 of the casualties are women and children. When medical infrastructure has been largely destroyed, when people don't have any water, when children are starving, yes, it's a war against the Palestinian people. I mean, you faced quite a lot of criticism recently. I face criticism every day, no matter what you do, and that's my line of work, and I accept it. Yeah, and some barracking over this word, over the whole word about genocide. People are talking about what constitutes genocide, all that stuff. Fine. Frankly, what we should be talking about is how we stop this damn war. You have an International Court of Justice which is defining what genocide means. What we can agree on, I certainly see, is a mass slaughter of women and children, which is unacceptable, which has got to end. And as the United States Senator, I am leading the effort in the Congress to make sure that Netanyahu doesn't get the money he needs to continue. Quand vous dites que l'Israël, c'est un État juif, vous dites quoi? Comment se fait-il que quelqu'un qui est né là, et qui a sa famille depuis 4, 5, 10 générations ici, vous lui retirez sa terre, et que quelqu'un qui vient de Russie, qui n'a jamais mis les pieds sur la terre, puisse prendre la nationalité israélienne? Au nom de quoi? Parce qu'il est juif? Mais qui est sectaire? Qui a fait de la religion un enfermement qui donne aux uns un droit parce qu'ils seraient un peuple élu depuis 3000 ans, et aux autres pas de droit parce qu'ils seraient soi-disant un peuple sans terre. Là encore, les grandes puissances occidentales vont faire preuve, encore une fois, d'un remarquable manque de discernement, de mesure. Notre priorité, c'est Gaza, c'est la victoire sur le Hamas. Rafah n'a pas encore été prise. Nos otages sont encore aux mains du Hamas. Il y a des priorités. We will destroy Hamas, free our hostages, and ensure that Gaza doesn't ever pose a threat to Israel again. We will finish the job in Rafah while enabling the civilian population to get out of harm's way. We've taken measures to minimize civilian casualties that no other army has taken in history. Passé les premiers moments d'émotion internationale justifiés par l'acte de barbarie du Hamas, Israël va progressivement perdre le soutien des médias et de nombreuses nations en raison de la violence de sa réaction sur les civils. On ne neutralise pas quelqu'un avec un tir d'artillerie, d'accord? On détruit un immeuble complet. Aujourd'hui, c'est comme ça que procède l'armée israélienne. Elle détruit, elle vise un milicien du Hamas, mais en fait, elle tue au moins 10 personnes autour, elle en blesse 40 et elle détruit l'intégralité de l'immeuble dans lequel la personne est peut-être passée. Donc, en procédant de cette manière, elle conduit à vraiment des carnages, et il y a un risque, d'une part, que l'opinion américaine, à un moment, se soulève, parce qu'aujourd'hui, il y a des débats très durs aux États-Unis, y compris d'une jeune génération juive qui dit « Nous, on soutient Israël, mais on ne soutient pas ces carnages. » Et en plus, ils ont bien compris que c'était sans issue. C'est-à-dire qu'Israël, c'est au départ un projet colonial, un projet de colonisation qui est basé sur le vol de la terre, sur le fait de chasser 700 000 Palestiniens à l'époque, de les empêcher de revenir et d'essayer de construire un État ethniquement pur. Donc oui, Israël, ça c'est un projet fondamentalement raciste, et un jour ça prendra fin. Je veux dire, le colonialisme, on sait que c'est fini en Afrique, en Amérique latine, en Asie et au Moyen-Orient, c'est fini partout, sauf à un endroit, il reste un État colonial, c'est Israël, mais un jour ça va finir. President Biden, President Biden, President Biden, Mr. Blinken, can you hear me? Prime ministers and presidents of the European countries, can you hear me? Can you hear the screams from Shifa Hospital, from Al-Aouda Hospital,
Can you hear the screams from innocent people, refugees, sheltering, trying to find a safe place, being bombed by the Israeli attack forces this morning inside the hospital? Hospitals that are the temples of humanity and protection. When are you going to stop this? You're all complicit. For me, I think for so many of us, what we're seeing every single day in Gaza is gut-wrenching. And the suffering we're seeing among innocent men, women and children breaks my heart. The question is, what is to be done? La situation des populations de Gaza lui brise le cœur et pourtant, les États-Unis d'Amérique et même la France continuent de fournir des armes à Israël pour un génocide en mondovision. Aucune sanction. La guerre se poursuit sans discontinuer. More than 30,000 Palestinians have been killed, most of whom are not Hamas. Thousands and thousands of innocent women and children, girls and boys, also orphaned. Nearly 2 million more Palestinians under bombardment or displacement. Homes destroyed, neighborhoods in rubble, cities in ruin. Families without food, water, medicine. It's heartbreaking. Pourquoi la guerre continue-t-elle à Gaza? C'est la question qu'on se pose quand on sait que la Cour internationale de justice, l'instrument juridique de l'ONU, a alerté sur un risque de génocide à Gaza. Et c'est justement ce risque qui devrait pousser les puissances internationales à agir. L'eurodéputé belge Marc Botanga dénonce. Apparemment, le droit international ne vaut pas pour Israël. Mais en plus, ces pays, qui fournissent des armes à Israël, ne respectent pas leurs obligations dans le cadre de la Convention de la prévention du génocide. Une fois que la CIJ a constaté les risques plausibles, tous les pays signataires sont censés prendre des mesures pour l'éviter. Les États-Unis, la France, l'Allemagne, le Royaume-Uni et d'autres devraient donc cesser immédiatement toute vente d'armes avec Israël, puisqu'ils sont signataires de la CIJ. À Gaza, selon l'UNICEF, depuis le 7 octobre, plus de 33 000 personnes, dont 13 800 enfants, seraient décédées suite aux attaques permanentes de l'armée israélienne. L'inaction de la communauté internationale traduit son incapacité à faire respecter les droits humains et les lois internationales dont les États sont pourtant garants. Et ce, malgré les recommandations de la CIJ qui demandent de tout faire pour éviter le génocide des Palestiniens. The Irish people are deeply troubled about the catastrophe that's unfolding before our eyes in Gaza. And when I travel the world, leaders often ask me why the Irish have such empathy for the Palestinian people. And the answer is simple. We see our history in their eyes, a story of displacement, of dispossession, a national identity questioned and denied, forced emigration, discrimination, and now hunger. Si on laisse encore un mois de guerre se dérouler, on arrivera au même bilan de morts qu'Hiroshima. Il faut quand même qu'on se pose la question de est-ce que parce que Israël a subi une attaque terroriste le 7 octobre qui a fait 1400 morts et disparus, ignoble, mais est-ce que ça justifie d'aller dévaster la bande de Gaza et de faire 60 à 70 000 morts, 3 fois plus de blessés, parce que c'est ça le ratio dans une guerre. Est-ce que ça le justifie? Non. Et c'est ça qui est dramatique, c'est que quand les Israéliens auront la réalité des dégâts de l'opération Netanyahou, c'est eux qui souffriront de ce bilan catastrophique que personne ne pourra supporter. I think this notion of international rules is very comfortable for some people to use when it suits them, but they don't believe in international rules when it doesn't suit them, because they don't apply international rules or law equally in all circumstances. So you can't say because Ukraine has been invaded, that suddenly sovereignty is important, but it was never important for Palestine. It's very peculiar. If you believe in international law truly, then wherever sovereignty is infringed, it must apply. And this is the point we've been making, that we use the framework of international law unequally, depending on who is affected. And we are arguing that that must change. See, that's where international law begins to mean nothing. Because for some, we see it as a cheating, and for others, we see it as a benefit. C'est M. Netanyahou le premier responsable de ce qui est arrivé le 7 octobre. Lui, la droite du Likoud et l'extrême droite, ses alliés. C'est eux qui ont joué le Hamas, c'est eux qui ont accepté son financement, c'est eux qui, d'un groupuscule né de la première intifada, en ont fait une force politique dominante. Pourquoi ? Pour empêcher l'État palestinien, pour diviser le camp palestinien, pour minoriser les laïcs.
la pluralité palestinienne dont Yasser Arafat, au sein de l'OLP, était le garant, avec la place des chrétiens, avec la place de toute la diversité du peuple palestinien, alors que l'idéologie du Hamas est une idéologie d'unicité autour d'une identité unique islamique. Je peux également confirmer aujourd'hui que j'ai des motifs raisonnables de croire, sur la base des éléments de preuve recueillis et examinés par mon bureau, que le Premier ministre israélien, Benjamin Netanyahou, et le ministre de la Défense, Yoav Gallant, portent la responsabilité pénale des crimes internationaux suivants commis sur le territoire de l'État de Palestine depuis au moins le 8 octobre 2023. Israël est un État qui n'applique pas le droit international, qui n'applique pas les décisions de l'ONU depuis 75 ans, parce que ça n'a pas commencé le 7 octobre. Ils ont quand même déplacé 700 000 personnes qui, pour pas mal d'entre eux, sont à Gaza. Et donc, ils veulent chasser ces gens-là, mais ces gens-là sont chez eux. Le problème, c'est pourquoi cette situation est empêchée et surtout, qui empêche cette situation? Ce sont les maîtres d'Israël, c'est-à-dire les États-Unis, qui versent chaque année 3 milliards de dollars d'aide. On a calculé que les contribuables des États-Unis ont déjà versé 3 000 milliards de dollars pour aider un État raciste basé sur l'apartheid. Et c'est là où la communauté internationale, l'Europe, les États-Unis doivent dire à Benjamin Netanyahou que cette guerre n'est pas acceptable. Elle n'est pas acceptable car elle nous conduit tout de suite, parce qu'on voit bien, du Hamas, on va passer à l'Iran. De l'Iran, on passera à d'autres cibles et nous rentrons alors dans la logique de guerre des civilisations. Quand M. Benjamin Netanyahou dit qu'il y a d'un côté le peuple de la lumière et de l'autre le peuple des ténèbres, on voit bien dans quel engrenage nous nous situons. Parole de visionnaire, on a envie de dire. En tout cas, de fin connaisseur de la diplomatie internationale. Quelques jours seulement après ces propos de Dominique de Villepin, ancien Premier ministre français, qui semble être l'un des rares diplomates européens à garder un œil lucide sur les convulsions de notre planète avec les errements des grands dirigeants, quelques jours seulement donc après ses propos sur le risque d'engrenage, d'élargissement du conflit, voilà que l'Iran justement entre dans la danse macabre. Il est 1h40 du matin, le ciel israélien s'embrase. Les sirènes retentissent, appelant tous les habitants à se mettre à l'abri. Des dizaines de drones et de missiles iraniens traversent l'État hébreu. Tsahal affirme que 99% d'entre eux sont interceptés par le dôme de fer, le système de défense antimissile israélien. Au total, plus de 300 attaques de drones, de missiles de croisière, capables de parcourir 2000 km, ont été lancées en direction d'Israël, en très grande partie depuis l'Iran, comme on le voit sur ces images. Jamais Téhéran n'avait mené une attaque d'une telle ampleur contre son ennemi juré. Une grande partie de la nuit, les états-majors israéliens, américains, mais aussi français et britanniques ont travaillé main dans la main. Une implication militaire française discrète qui a depuis été confirmée par Paris. J'espère que nous pourrons utiliser maintenant une vague de sympathie internationale à notre égard après que nous soyons victimes d'une telle attaque iranienne pour pouvoir persuader premièrement l'administration Biden mais aussi nos autres amis, qu'une opération à Rafah est absolument nécessaire. Nous voulons battre le Hamas. Nous voulons libérer nos otages. C'est le moment de continuer dans cette direction. Iran pourra attendre. La vengeance d'Israël, la réponse d'Israël viendra d'une façon ou d'une autre. Donc je veux dire, il faudrait faire attention à ce qu'on ne prenne pas fait et cause pour l'un des partenaires, parce qu'on a deux radicalismes face à face, trois même. On a les mollahs, on a Netanyahou et on a le Hamas. What they did, as I said, was a massive attack. So they were right to respond, but they overreacted, is what you're saying. What I'm saying is that the attack they carried out was on a very large scale, much bigger than people expected. Well, countries have a right to respond when they feel they've suffered an aggression. Of course they do. But look at the scale of that response. Had those weapons not been shot down, there could have been thousands of casualties, including civilian casualties. I think that's a really important point to take into account. Je suis toujours un peu surpris qu'on annonce l'Iran attaque Israël, parce que c'est Israël qui a attaqué l'Iran avec son consulat à Damas. Il y a eu 16 morts dans la frappe, et par une attaque aérienne. Hein. Donc, je veux dire, c'est pas les Iraniens qui ont décidé d'internationaliser le conflit, c'est Netanyahou. Or, la logique de Netanyahou, c'est justement l'internationalisation. C'est-à-dire que si effectivement il arrive à mettre la communauté occidentale au pied du mur, il peut continuer à massacrer à Gaza. On est en train de 33 000 morts à Gaza aujourd'hui. Et voilà,
Les tergiversations, la mauvaise foi de la communauté internationale, notamment les grandes puissances occidentales, qui se sont hâtées très lentement d'éteindre le feu, à calmer les esprits, à établir la justice, qui se sont murés dans une posture hautaine et méprisante probablement, à raison du sentiment de culpabilité né de l'injustice qu'ils ont installé dans cette région en 1948, après avoir massacré les Juifs en Europe, ont donc suscité cette nouvelle escalade entre Israël et l'Iran. Regardons la réalité à deux points de vue. D'une part, ce sont nous, Hitler catholique, qui avons commis la Shoah. Et quand ça a été fini et qu'on a eu honte, pour leur accorder ce qu'ils demandaient, on l'a fait payer aux musulmans qui ne leur avaient rien fait. Pas un musulman n'avait participé à la Shoah, il y avait de responsabilité. Et on a trompé les Palestiniens en leur disant honteusement, éloignez-vous pendant quelques mois et vous retrouverez vos terres. On leur a menti. Et la puissance des moyens d'Israël à travers le monde entier leur a permis de progresser. Alors, premièrement, il y a là une souffrance dont on ne voit pas la fin. Depuis 75 ans, nous, l'Europe, et nous en sommes les premiers comptables. Nous avons réparé un crime absolu, celui de génocide, un crime contre l'humanité, contre les Juifs d'Europe. Nous l'avons réparé en commettant, en laissant commettre, en laissant perdurer une injustice. On ne répare pas un crime par une injustice. Il y a eu une légitimité, et qui est celle de l'État d'Israël aujourd'hui, que les Juifs aient un lieu d'où qu'ils viennent pour se retrouver, pour ne pas être victimes de persécutions. Mais ils ne seront en sécurité que le jour où sera réparé le fait que l'État d'Israël a été créé en même temps sur une injustice vis-à-vis des Palestiniens, ceux qui ont été chassés et ceux qui, renvoyés à l'anonymat des réfugiés, sont aujourd'hui un peuple qui a droit à un État, qui a droit à vivre normalement comme les Israéliens. Le désir et l'objectif, me semble-t-il, sont de détourner l'attention de la communauté mondiale de ce qui se passe dans la bande de Gaza, où il y a une catastrophe humanitaire. Les rapporteurs spéciaux du Conseil des droits de l'homme de l'ONU parlent déjà de génocide, pour la porter sur l'Iran en tant que menace. Attribuer à l'Iran une attaque à l'aide d'armes nucléaires qu'il ne possède pas. L'AIEA le confirme. L'Iran est le pays le plus contrôlé parmi les parties au traité de non-prolifération nucléaire. En Iran, il existe une loi et même une fatwa, ordre, jugement, décision contraignante, postulat du guide suprême qui l'interdit. L'Iran n'a absolument pas besoin de faire cela. That the greatest danger perhaps in the future of nuclear war is not going to come from the United States or the Soviet Union, both of whom, because of the great amount of nuclear power they have, fear its use and will be deterred to use it. The greatest danger is going to come from a nation that is smaller, that is desperate, and that just wouldn't care. And this lets the genie out of the bottle. It's proliferation of nuclear weapons that concerns me at the present time and should concern the Russians, should concern the Americans. Looking at the Israelis, certainly I would think they would be more responsible than many others. But let us suppose the Libyans go. Now they are a little crazy, I think. Certainly the leadership is. That is why we've got to get this thing under control before it's proliferated out there, because the danger of a nuclear explosion then, which would spread worldwide, is simply unacceptable. Et si cette prophétie de l'ancien président américain Richard Nixon était en train de s'accomplir? Avec l'Iran qui entre dans la danse dans cette guerre israélo-palestinienne, n'est-on pas en train de franchir un pas supplémentaire avec, dans leur cave, du nucléaire non contrôlé? Et je redoute que Iran, Israël, puis ensuite Israël, Liban, le Liban vienne à être menacé, d'autres pays, d'ailleurs, les ripostes, ils les décrivent avec ce mot de M. Netanyahou, ont porté aussi sur l'Irak, sur la Syrie, sur l'Iran, c'est-à-dire sur tout le monde. Jusqu'où ira cette tension? Qui mettra un terme à cette escalade qui se transforme sous nos yeux en guerre planétaire? Un nouveau foyer de tension qui risque de prendre de l'ampleur, surtout dans le climat de belligérance ambiant entre l'OTAN et la Russie, qui ont choisi le terrain ukrainien pour leur démonstration de force. Désormais, on y parle d'intervention des troupes au sol. Le président français Emmanuel Macron, qui a tracé la ligne rouge que ne doit pas franchir Moscou, évoque très clairement l'idée d'envoyer des troupes au sol en Ukraine. Le discours de Braque, c'est quoi? Personne ne le mentionne. C'est un discours devant la communauté française.
J'ai fait suffisamment de discours devant la communauté française, qui est l'occasion de manger les petits fours et de boire du champagne, pour savoir que c'est pas non plus un lieu où on parle au monde, où on parle à l'Europe, où on parle à la Russie. Ce sont donc des réponses et des discours de circonstance qui ne peuvent avoir la gravité, l'ampleur, la légitimité, en tout cas à son meilleur, de la parole présidentielle. On ne fait pas de com avec la guerre. On ne parle pas de la guerre avec un whisky à la main à 3 heures du matin avec un chanteur en disant, avec un air dégagé, nous dit-on, ah bah tiens, je vais être obligé d'envoyer des mecs sick, d'accord, à Odessa. On ne fait pas cela, parce que la guerre, c'est quelque chose de terrible, c'est quelque chose de sérieux. Et le peuple ukrainien est en train, évidemment, de le vivre dans sa chair. C'est véritablement scandaleux de jouer avec des choses aussi sérieuses que la paix ou la guerre. Troupe au sol, c'est un langage codé et totalement clair. Ce sont des combattants. Si on veut mentionner autre chose, on parle de présence au sol, de personnel au sol. Donc là, de quoi parle-t-on? Est-ce que le président de la République parle de combattants ou est-ce qu'il parle de conseillers, d'infirmiers, de spécialistes? Ça n'a rien à voir. Le problème ne se pose que si nous parlons de combattants. Le chef de l'État, lors de la conférence de soutien à l'Ukraine, organisée dans l'urgence, a annoncé au débotté que l'envoi de troupes en Ukraine n'est pas exclu et qu'il serait mis en place une coalition de missiles à longue portée visant à frapper la Russie dans la profondeur. Cette déclaration improvisée, prononcée avec légèreté, comme si son auteur n'en mesurait pas toute la portée, sonne comme une fuite en avant militariste totalement irresponsable. Ça ferait de nous des belligérants. Il ne peut pas être question de faire la guerre à la Russie. Les États qui déclarent qu'ils n'ont pas de ligne rouge par rapport à la Russie, ils doivent alors comprendre qu'en Russie, il n'y aura pas non plus de ligne rouge par rapport à ces États. Notre politique est claire, la politique du président Biden est claire, il n'y aura pas de troupes américaines sur le sol ukrainien. Pourquoi ? Parce que pour nous, c'est quelque chose qui nous mènera plus proche d'un conflit direct avec la Russie. Ce que nous voulons éviter, ce n'est pas dans notre intérêt, ni dans l'intérêt des alliés, mais en même temps... Est-ce que ce serait une sorte de coup de canif dans le pacte, disons, depuis la guerre froide, où il n'y a pas d'affrontement direct entre les deux puissances nucléaires, le fait que des troupes au sol aient lieu? Pour nous, c'est une question d'intérêt national. Ce n'est pas dans notre intérêt d'avoir un conflit direct avec la Russie. Comme le répètent très très bien les Ukrainiens et les Américains, l'Ukraine, elle demande du matériel, elle ne demande pas les troupes au sol. Donc quelque part, c'est un écran de fumée. Le secret de Polichinelle, c'est que toutes les armes un peu sérieuses qu'on donne à l'Ukraine depuis 2 ans et demi ne marchent pas toutes seules et ne marchent pas pour des Ukrainiens qui sont habitués aux armements soviétiques. Bon, donc, bien sûr, on peut les entraîner, les former, tout ce qu'on veut. Tout ça prend beaucoup de temps. Donc il est clair qu'il y a des servants de nos armements pour tous les pays occidentaux, hein, pas que pour la France, qui sont là-bas. Ça, c'est un secret de Polichinelle. Et d'ailleurs, Père de Jon l'a dit récemment. Enfin, je veux dire, il y a un certain nombre d'experts militaires qui l'ont dit. Bon, il y a plein de moyens. On peut dézinguer les officiers, on peut en faire des mercenaires, on peut en faire des contractors, comme disent les Américains. On peut faire tout un tas de choses si on veut envoyer des gens. Alors, vous savez, vous vous souvenez comment a commencé la guerre du Vietnam pour les Américains? Ils ont commencé par envoyer des instructeurs. Au bout de 4 ans, ils étaient 1 demi-million. Et ils ont fait la guerre. Voilà. C'est toujours la même histoire. C'est une escalade depuis le début de cette guerre, voilà, c'est l'engrenage et l'escalade. On joue avec le feu, avec cet argument que je trouve absolument insupportable, qui consiste à dire mais on avait fixé la ligne rouge à l'envoi d'armes offensives. On a envoyé des armes offensives, il ne s'est rien passé. Puis des chars, il ne s'est rien passé. Puis des avions, il ne s'est rien passé. Puis maintenant, on autorise à tirer sur le territoire russe. Et vous allez voir, il ne va rien se passer. Le problème de ces lignes rouges, enfin de la dernière ligne qu'il ne fallait pas franchir avant que les choses tournent mal et nous échappent, c'est qu'on ne sait qu'après. Monsieur le Président, je vous fais une lettre que vous lirez peut-être si vous avez le temps. Votre guerre, nous ne la ferons pas, car ce n'est pas la nôtre. Nous ne ferons pas votre guerre, car nous n'avons rien contre la Russie, et que la Russie n'a rien contre nous. On n'est pas là au virtuel, à la guerre virtuelle en vidéo, là. Il faut que les gens qui nous dirigent mettent un peu de maturité
ils sont immatures et irréfléchis. Et c'est pour ça que j'ai peur. J'ai l'impression que quand ils boxent, là, il est en train de se dire, oh, tu vas voir, non mais, où est-on là? C'est sérieux. Quand on est président de la République, il faut avoir de la maturité, il faut avoir de la sagesse, il faut avoir de la prudence. Parce que quand vous provoquez celui qui va devenir votre adversaire, puis demain votre ennemi, il faut pas s'étonner ensuite si on se prend des palos sur la gueule. L'étape supérieure, c'est l'envoi de troupes. C'est devenir un co-belligérant du conflit, avec, comme vous l'avez dit à juste titre, l'enjeu derrière d'une guerre mondiale et d'une guerre nucléaire. La France a 280 ogives nucléaires, la Russie aux alentours de 6000 selon ce qu'elle déclare. Derrière, il y a les États-Unis avec à peu près autant d'ogives nucléaires. Et moi, j'ai 27 ans et je le dis très clairement, je ne veux pas aller au front, je ne veux pas faire partie d'une nouvelle génération sacrifiée. Et donc aujourd'hui, il y a un enjeu, oui, à mettre en place davantage notre corps diplomatique en action, pour pouvoir remettre autour de la table. Ben oui, mais il faut le dire. Oui, c'est 1938, c'est Munich. Attendez. Si l'Ukraine perd, nous perdons nous aussi. N'est-ce pas un peu puéril de voir les choses en termes de perdre ou de lâcheté? N'est-ce pas un peu léger devant la menace qui enfle, qui chaque jour contamine le reste de la planète, de continuer de montrer les muscles? Продолжим серийное производство гиперзвуковых комплексов воздушного базирования «Кинжал» и начнем массовые поставки гиперзвуковых ракет морского базирования «Циркон». But I don't read into that he's thinking of using nuclear weapons or anything like that. I think it's I'm not sure what else he was able to say in his speech at the moment. But I think it's a mistake, and I'm confident we'll be able to work it out. On sort d'une guerre, soit par la destruction totale, c'était le cas de l'armée allemande en 1945, soit par la négociation. Il n'y a pas de solution. Là, la négociation semble difficile et on voit bien que M. Poutine et M. Zelensky ne peuvent pas se parler parce que l'un méprise l'autre et qu'il faudra au moins une espèce de chaîne de diplomatie entre les deux à la Kissinger. Il y a une sortie possible et cette sortie est encore plus terrible, qui arrêterait tout mais demain matin, dans 5 minutes. C'est l'emploi des armes comme la doctrine russe la prévoit. C'est-à-dire que quand je suis bloqué sur le terrain, je débloque avec une arme stratégique à une arme nucléaire tactique. C'est-à-dire que je décide là, dans 5 minutes, de raser une ville russe. Alors, M. Poutine va choisir 10 000, 15 000, 20 000, 100 000 habitants. Mais je choisis. Si on a une bombe, et c'est dans la doctrine, une bombe atomique tactique qui tombe sur une ville, le monde va s'arrêter. Comme à Hiroshima. La guerre s'est arrêtée à Hiroshima. Et la plus petite des bombes russes est beaucoup plus forte que la bombe d'Hiroshima. Donc le monde s'arrête. Nous ne riposterons pas. Le monde va être tétanifié. Le monde va s'arrêter. Et Poutine va dire, voyez, je suis sérieux. Maintenant, vous allez me donner, ou alors je vais aller plus loin. Qui a lancé la guerre en Ukraine? Vladimir Poutine. Qui menace, quoi que nous fassions, quoi que nous disions, avec l'arme nucléaire? Le président Poutine. Tournez-vous tous sur lui pour savoir, lui, quelles sont ses limites stratégiques. Mais si chaque jour, nous expliquons quelles sont nos limites, face à quelqu'un qui n'en a aucune et a lancé cette guerre, je peux déjà vous dire que l'esprit de défaite est là qui rôde. Pas chez nous. Тоже есть оружие, да знают об этом. Сейчас только я сказал. Тоже есть оружие, которое может поражать цели на их территории. Il est absurde de croire qu'en lui faisant peur, on va le faire reculer. Les États qui déclarent qu'ils n'ont pas de ligne rouge par rapport à la Russie, ils doivent alors comprendre qu'en Russie, il n'y aura pas non plus de ligne rouge par rapport à ces États. Si nous parlons de contingents militaires officiels des pays étrangers, je suis sûr que cela ne changera pas la situation sur le champ de bataille. C'est le point le plus important. Tout comme la fourniture d'armes ne change rien. Pardon de vous dire les choses crûment, et elles me cuisent. Elles me cuisent. Nous ne sommes pas en état d'affronter la Russie. Nous ne sommes pas en état. Et la Russie, je le redis à ceux qui n'ont jamais lu un livre d'histoire, et à ceux qui l'ont lu pour le leur rappeler, personne ne peut vaincre un pays qui est sur 7 fuseaux horaires et qui a déjà vaincu aussi bien Napoléon que Hitler. Personne n'a osé depuis 1945 tirer un missile, qu'il soit nucléaire, tactique, stratégique, etc. Il faut bien, phénoménal. D'un point de vue militaire et technique, nous sommes prêts. Les missiles, toujours dans un état où ils sont prêts à être utilisés. Un message aux Occidentaux. On est en face d'une défaillance intellectuelle et morale terrible. D'ailleurs, aucune crise du genre de celle que nous affrontons dans nos sociétés occidentales et dans le monde aujourd'hui n'a d'autre origine que la défaillance intellectuelle et morale. Et si on ne part pas de là pour penser ces crises et pour essayer d'y répondre, tout est vain. Assurément, la morale, le bon sens semble avoir quitté les dirigeants de notre monde. À les écouter, on dirait presque qu'on est dans un jeu vidéo. Et pourtant, ce n'est pas le show, le clash d'avant-combat de la MMA. Ce sont des puissances nucléaires capables de réduire en cendres la planète entière qui s'affrontent désormais sur le terrain.
Si pour beaucoup cette joute verbale presque de cours de récréation pour savoir qui pisse plus haut que son camarade, ces échanges qui ressemblent au clash de lutteurs d'avant-combat semblent ne pas être pris au sérieux par le plus grand nombre, ils expriment pourtant un grand danger que court notre monde dit moderne. Oui, beaucoup se disent, ils sont raisonnables, ce sont des chefs de famille sensés, ce sont des élus civilisés. Ils ne sauront pas franchir le Rubicon. Je veux partager leur optimisme. Mais ceux qui ont déclenché les 2 précédentes guerres mondiales l'étaient aussi. Et pourtant, ils n'ont pas hésité à entraîner la planète entière dans un bain de sang indescriptible, dont elle n'est d'ailleurs toujours pas remise. Certains n'ont pas hésité dans cette bataille folle à balancer des engins de mort savamment fabriqués pour faire le plus de victimes sur des civils au centre d'une ville. Churchill, au début de la guerre, dit on fait la guerre aux militaires et pas aux civils. Il finit la guerre en bombardant Dresde, entre 40 000... C'est combien de morts, Dresde? C'est 40 000 à 80 000 morts en une nuit. Entre 40 000 à 80 000, c'est pas brûlés vifs. Brûlés vifs. Et il n'est rien arrivé aux auteurs de ces crimes de masse. Ils ont même été félicités par leur peuple pour leur courage. Voilà, quand les Américains, avant même la bombe atomique, bombardent Tokyo, la dernière fois qu'ils bombardent Tokyo, c'est 100 000 morts. Harry Truman, le président américain qui a balancé les 2 bombes sur Hiroshima et Nagasaki, est considéré comme un héros de guerre. La barbarie se cache très souvent dans des lieux les plus insoupçonnés. Devant toutes ces menaces, il est clair que le danger dont doit se prémunir la planète est au nord et non en Afrique. C'est l'Afrique qui est menacée par le déclin moral, par l'orgueil de ses voisins du Nord. J'espère que sa jeunesse en a désormais conscience et qu'elle sait qu'elle doit se protéger de l'hégémonisme de l'Occident, de ces donneurs de leçons qui continuent d'ensanglanter la planète et qui menacent avec leur agitation, leur prétention de tout faire sauter. À défaut de pouvoir les empêcher de recommencer, à défaut d'avoir les moyens de mettre fin à cette escalade à laquelle on assiste un peu partout, il est urgent que l'Afrique, cette fois-ci, s'arme mentalement, qu'elle se protège du Nord, en s'unissant et en refusant que cet Occident si pédant l'entraîne comme par le passé dans sa nouvelle guerre. Pour sûr, nous n'y participerons pas cette fois-ci. L'Afrique ne servira plus de fournisseur de chair à canon. Elle ne prendra plus position dans leurs palabres. Elle ne sera plus dans leur guerre froide. Elle ne sera plus dans les clivages gauche-droite qui ne correspondent en rien à nos réalités. Il faut que ce soit clair et que ce soit dit. Comme le disait le président Omar Bongo Ondimba, nous ne sommes ni de gauche, ni de droite, ni du centre. Nous sommes devant, libres de vos idéologies. On traitera avec qui on veut et on ne prendra position que pour nos intérêts. Et ceux qui, comme le général Lecointre, envisagent de reconquérir même militairement l'Afrique pour protéger l'Europe, doivent comprendre que cette littérature est dépassée. Gardez vos troupes pour vos batailles et rassurez-vous, la jeunesse africaine n'a absolument pas l'intention d'envahir l'Europe. Le flux migratoire que vous pointez du doigt, à grand renfort médiatique, comme menace, ne représente que 18% de l'ensemble des migrations du continent, le plus gros étant intra-africain. Les plus importantes migrations se font entre pays africains, même s'ils ne bénéficient pas de la même publicité, c'est moins vendeur. Encore un narratif auquel il faut tordre le cou. Au fait, lorsque l'on regarde tout cela, lorsque l'on vit les convulsions de notre planète, on se demande qui est le barbare, qui est le sauvage finalement. On en parle dans ma prochaine chronique, si vous le voulez bien. Mais d'ici là, restez vigilants. Je voudrais vous remercier pour votre fidélité à ma chaîne YouTube qui compte de plus en plus d'abonnés, mais également pour mes autres plateformes digitales où vous êtes de plus en plus nombreux malgré les faux comptes qui continuent de se multiplier. Surtout que les cybercriminels sont de plus en plus actifs et rivalisent d'ingéniosité pour s'approprier le travail des autres. Ils n'éprouvent aucune gêne à brouiller notre message. Depuis l'annonce de l'arrivée imminente de notre chaîne Afromédia, se sont multipliés de nombreux faux comptes. Je souhaite vous mettre en garde contre ces comptes qui ne nous engagent pas, qui ne sont pas les nôtres, et que je vous demande de dénoncer. Je voudrais également vous informer que les différentes plateformes de notre chaîne Afromédia sont désormais disponibles, c'est-à-dire le site internet avec sa web TV, les applications Android et iOS, que vous pouvez d'ores et déjà télécharger en attendant notre lancement officiel dans quelques mois. Pour faire simple et ne pas se tromper, avec votre smartphone et votre tablette, comme au restaurant, scannez le QR code et vous entrerez directement dans l'univers Afro. Nous vous y attendons parce que c'est un tournant dans notre aventure en commun. La date officielle de lancement vous sera bientôt communiquée, c'est promis. Rejoignez l'univers Afro, celui qui vous propose le narratif africain, sans complaisance, mais sans condescendance.